C'est ce réflexe allemand. Tout au long de l'histoire du gouvernement fédéral, nous avons toujours sous-traité notre sécurité. Nous avons dit, les Américains s'en occupent, nous participons un peu, puis on verra. Cette époque est définitivement révolue, et ce n'est pas facile pour un pays dans une situation géographique aussi risquée, en plein cœur de l'Europe. Même dans une future guerre européenne, nous serions la zone de déploiement, le centre logistique, et nous serions extrêmement exposés. Supposons que la diplomatie classique échoue au Moyen-Orient. De quoi parle-t-on dans les milieux militaires? Vous pensez vraiment qu'une arme nucléaire tactique pourrait être employée contre l'Iran? Mes chers amis, jetons un rapide coup d'œil aux chiffres bruts. 81% regardent sans s'être abonnés à la chaîne. Si vous voulez soutenir ce travail et faire en sorte que nous continuions à poser les questions qui dérangent et à inviter des invités de haut niveau pour des discussions franches, appuyez maintenant rapidement sur le bouton d'abonnement. Cela ne te coûte qu'un clic et cela nous aide énormément. Merci pour ton soutien et passons directement à notre invité du jour. Monsieur Erfurt, ancien général, vous avez accompagné Angela Merkel durant des années et êtes, selon moi, l'un des rares à reconnaître les schémas géopolitiques. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes comme vous qui ont réellement agi au cœur du pouvoir, pas de scribes ou de théoriciens. Je suis ravi de votre présence. Je suis également ravi, monsieur Azaoui. Une question personnelle pour commencer, monsieur Fart. Comment faites-vous, dans votre travail quotidien, pour creuser dans tous ces abîmes géopolitiques, nommer si clairement les dangers et pourtant ne pas perdre espoir? Je pense que le monde est bien sûr devenu un peu fou, mais quand je regarde en arrière en tant qu'historien, l'histoire du monde a toujours été ainsi. Je ne partage pas l'avis des gens selon lequel la situation d'aujourd'hui serait très différente de ce qu'elle a déjà été à de nombreux moments dans le passé. Rien que la période après la Seconde Guerre mondiale. Si vous y réfléchissez, la guerre de Corée par exemple, elle aurait pu devenir une guerre mondiale. Tout le potentiel était là. Depuis la création de l'OTAN, l'Allemagne en est ensuite devenue membre. La crise hongroise, la crise de Cuba, puis la crise tchèque en 68 et toutes ces histoires. La double décision de l'OTAN et ainsi de suite. Tout cela a toujours été complètement fou, les acteurs sur la scène aussi, ce n'est pas nouveau non plus ce qui traîne là autour. Je veux dire, je ne veux pas simplifier à l'excès. C'est vrai que l'Allemagne doit simplement faire attention. Nous sommes tout simplement un pays au centre de l'Europe. C'est en fait notre problème de sécurité depuis 500 ans, depuis la guerre de 30 ans. Nous sommes vraiment en plein milieu. C'est ça le danger. Nous sommes très exposés. Si vous regardez la possibilité d'une escalade de la guerre en Ukraine vers une guerre européenne, ce qui est possible. Nous sommes dans une situation différente, par exemple des États-Unis. Ils sont dans une position géopolitique très confortable. Ils ont mené beaucoup de guerres dans le passé, mais jamais sur leur propre territoire, à part peut-être la guerre de sécession, et ici, c'est différent. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'était aussi comme ça pendant la guerre froide. Nous avions la plus grande concentration de forces armées ici, dans notre pays, rempli d'armes, et si ça avait mal tourné, il ne serait rien resté de notre pays. Aujourd'hui, c'est similaire d'une certaine manière. C'est pourquoi nous devons faire attention. Mais fondamentalement, cela n'a pas changé. Et la géopolitique, je suis déjà content qu'on parle des liens géopolitiques. C'est ce qu'on fait. C'est aussi une nouveauté qu'on essaie de comprendre comment les grandes puissances agissent et quelle est la logique derrière ce qu'elles racontent officiellement et ce qui se cache réellement derrière. Oui, ce sont parfois des abîmes, mais ça me fait aussi plaisir, je dirais, de contribuer un peu à l'éclaircissement. C'est le sujet de ma vie, celui de mon métier. Oui, ce n'est pas toujours agréable de bien s'y connaître quand on pense comprendre les liens, mais j'ai aussi acquis de l'expérience dans le domaine international, ainsi que professionnellement dans l'appareil et aussi dans le domaine scientifique. Voilà pourquoi je pense pouvoir vraiment aider à expliquer et clarifier cela. Je ne peux pas le changer car je ne suis pas un homme politique et ne veux pas le devenir. Vous pouvez le faire. Vous venez de publier un nouveau livre avec Klaus von Donani après un premier best-seller. Ce nouveau titre, Paix, comment faire, paraît chez West End Verlag. Est-ce que la fenêtre jusqu'à la fin de 2026 est vraiment notre dernière chance avant que Poutine et Trump ne précipitent définitivement l'Europe dans l'abîme? Eh bien, en tout cas, c'est une fenêtre politique que nous, Européens, devrions saisir. Je veux dire simplement la fenêtre temporelle que l'administration américaine a ouverte, qui cherche en effet à conclure un accord quel qu'il soit avec les Russes et qui, depuis 1 an et demi,
discutent aussi avec eux sur tous les canaux et qui coopèrent aussi sur le plan économique. Et politiquement aussi, les services de renseignement. De même que les quartiers généraux militaires, les commandants en chef, les maires, les hauts responsables municipaux, mais aussi les chefs d'état-major, etc. À tous les niveaux, il y a de la communication. Nous, Européens, surtout les Allemands, sommes fiers de ne pas parler à Poutine comme si c'était interdit. C'est en fait un comportement un peu enfantin au fond dans la politique internationale car il faut parler avec tout le monde. Dire qu'on ne peut plus parler avec quelqu'un, c'est admettre la fin et l'échec de la politique en renonçant à toute capacité d'agir. Mais bien sûr, cela vient après tout ce qui s'est passé dans la guerre en Ukraine. Nous entrons maintenant dans la 5e année et une solution militaire n'est tout simplement pas en vue. En réalité, elle ne l'a jamais été. Il était déjà très tôt évident que militairement, on ne pouvait pas renverser la situation en faveur de l'Ukraine, et c'est pourquoi il faut négocier. Si nous ne le faisons pas, et les Russes et les Américains le feront, ils le font déjà. Nous ne sommes même pas à la table des négociations, on ne nous écoute pas. Mais on pourrait utiliser cette fenêtre d'opportunité. Tant que Trump est aux commandes, il faudrait aussi du côté européen s'impliquer. Donc il ne s'agit pas d'ouvrir un nouveau format avec les Russes. Je pense que ça n'apporte pas grand-chose, mais il ne faut pas simplement laisser faire tout ce que cet ancien agent immobilier et le gendre de Trump font avec les habitants d'Osbaldorf. Je veux dire, c'est une guerre en Europe, sur le sol européen, et cela nous concerne directement. D'une manière ou d'une autre, nous devons réussir à nous y réengager. Il y a eu des propositions, des personnes ont été discutées, et d'une manière ou d'une autre, aussi écartées, mais je crois qu'il y a déjà un peu de mouvement parce que c'est devenu une idée tellement partagée en Europe que ça ne peut plus continuer comme ça, qu'on ne parle tout simplement plus avec les Russes. Je pense qu'il y aura alors, espérons-le, bientôt une solution constructive, peu importe qui s'en chargera finalement. Monsieur Fart, vous avez suivi Angela Merkel pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, 83% des Allemands jugent Friedrich Merz indigne d'être chancelier. Était-ce finalement l'instinct très aiguisé de Merkel qui l'a poussé à maintenir Friedrich Merz délibérément à l'écart pendant 16 ans parce qu'elle savait exactement qu'il mènerait le pays aveuglément à sa perte? Vous venez d'en esquisser l'idée. Nous, les Allemands, boycottons tout contact avec Vladimir Poutine. Ah, on ne peut peut-être pas dire ça comme ça. Je connais encore Friedrich Merz de l'époque où il était président du groupe parlementaire. Il m'a fait venir au groupe parlementaire au Bundestag en 2000. C'était un très bon chef de l'opposition et aussi un très bon président de groupe parlementaire. À l'époque, en 2002, il y a eu ce qu'on appelait le soi-disant accord de Wolfratshausen. C'était tout simplement de la pure politique de pouvoir en fin de compte, où Angela Merkel a alors dit je veux bien sûr aussi diriger le groupe parlementaire. C'était une question de pouvoir politique. Elle a été réglée à l'époque. Frédéric Merz était très frustré, ayant été politiquement écrasé dans cette affaire. Je pense que cela arrive en politique, que même de bonnes personnes se retrouvent soudainement dans une situation où elles n'ont aucune chance de survie. Maintenant, il est chancelier et il se trouve aussi dans un gouvernement difficile. Donc il ne faut pas sous-estimer cela. Un chancelier n'est fort que s'il a une coalition forte, un partenaire fort. Et tout cela, il ne l'a pas. Et puis, bien sûr, il se passe beaucoup de choses sur le plan géopolitique, mais aussi en politique intérieure et économique. En Allemagne, beaucoup de choses attendent ce gouvernement. Il devrait en fait mener une autre politique étrangère et de sécurité. En fait, il ne s'agit pas seulement de ce soutien unilatéral à l'Ukraine. On peut, oui, aider l'Ukraine. On devrait le faire aussi. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Mais d'un autre côté, il faut aussi que les intérêts allemands et européens soient davantage pris en compte dans tout ce jeu avec la Russie. J'aimerais simplement qu'il pousse davantage à des négociations avec la Russie et que nous ravivions ces anciens canaux de communication que nous avions d'ailleurs sous Merkel et tous les chanceliers depuis Konrad Adenauer. Ce n'est pas incompatible. On n'a pas besoin d'être un ami de la Russie ou de se voir reprocher de jouer la carte russe pour cela. Tous les chanceliers l'ont fait. Je pense par exemple à Konrad Adenauer. En 1955, 10 ans après la guerre, l'Allemagne est entrée dans l'OTAN. Adenauer a promis au printemps 1955 12 divisions allemandes à l'OTAN. C'était un coup dur à l'époque pour l'Union soviétique. Mais il s'est rendu à Moscou à l'automne de la même année avec une délégation de 150 personnes. Il est resté là-bas presque une semaine entière et a jeté les bases des relations germano-russes. En novembre de cette année-là, les premiers volontaires ont rejoint la Bundeswehr.
Finalement, la Bundeswehr a été créée. Tout cela n'est pas contradictoire. Adenauer était un anticommuniste convaincu et certainement pas un ami des Russes. Malgré tout, il a opté pour la coopération, caractéristique constante de la politique étrangère et de sécurité de l'Allemagne. Depuis le dernier gouvernement de coalition feu tricolore, nous en sommes totalement sortis. Je vois cela comme une erreur stratégique, contraire aux intérêts de notre pays et de l'Allemagne. C'est faux, il faut corriger cela. Mais je ne sais pas si Friedrich Merz en a la force. Euh, euh, mais au final, c'est une question politique, qui est aussi très importante. Cela ne veut pas dire qu'on remet en cause l'alliance. Ce n'est pas si simple, je dirais. Je ne suis pas pacifiste. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être forts et capable de se défendre. Tout cela n'exclut pas le dialogue et la compréhension, dans ce cas avec les Russes. Il faut être un pacifiste moderne. On ne peut pas continuer comme ça. Si on continue ainsi, on va continuer à escalader et finir un jour par nous retrouver en guerre. Personne ne veut de cette guerre, mais c'est simplement la situation dans laquelle nous sommes. Dans le livre avec Klaus von Donani, Paix pacifiste. On le trouve sur Amazon, il est déjà disponible à la commande, mais c'est comme ça. Encore 3 semaines avant qu'il ne soit sur le marché. En fait, la question est la suivante. Comment fait-on la paix aujourd'hui, à notre époque? Et ce n'est pas facile. Il faut surtout des personnalités fortes pour cela. Je pense par exemple à Ronald Reagan. Il a un jour qualifié l'Union soviétique, la première Union soviétique, d'empire du mal, donc c'était un anticommuniste convaincu. Mais il a aussi misé sur le réarmement de l'Amérique. Beaucoup de choses indiquent que la volonté de dialogue de Gorbatchev à l'époque était aussi due au fait que l'Amérique était devenue très puissante militairement et devenait de plus en plus forte, notamment dans le domaine des missiles, etc. Malgré tout, il avait rencontré Gorbatchev à Genève. Je crois que c'était en 85 et en 88 à Governor's Island. Les deux hommes ont mis fin à la guerre froide. C'est ça, la force politique. Et pour ce genre de choses, il faut des personnalités fortes. Si on ne les a pas, on ne trouve pas le chemin pour sortir des conflits vers des solutions raisonnables. Et c'est la faiblesse de l'Europe en ce moment. Si vous regardez la Coalition of the Billing, Starmer à Londres, il a les pires résultats de sondage pour un Premier ministre, je crois, depuis 50 ans. La France est insolvable, un nouveau gouvernement est déjà certain l'an prochain. Macron, il est déjà presque de l'histoire ancienne là-bas. Et puis la situation difficile en Allemagne dans ce contexte, ainsi que notre situation économique compliquée. Je ne vois pas vraiment de mal en Europe en ce moment, en fait. Alors il faut simplement, comme l'a déjà dit Thucydide, les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Alors il faut accepter que les grands hommes forts comme Donald Trump, Poutine et Xi prennent des décisions par-dessus nos têtes. Et nous devons vivre avec cela. Je trouve ce raisonnement très fort. Maintenant, les politiciens allemands disent « Nous ne participons pas à toutes les guerres au Moyen-Orient ». D'un autre côté, j'ai constamment vos paroles en tête. Depuis Rammstein, des drones sont pilotés. Nous livrons toute la technologie de précision au Moyen-Orient, notamment à Gaza et en Israël. Les politiciens allemands pensent-ils vraiment que le peuple est naïf? Bon, c'est aussi un excellent exemple. Friedrich Merz a affirmé que ce n'est pas notre guerre, ce qui est faux, car nous subissons quotidiennement les conséquences économiques de la guerre avec l'Iran, et elles s'aggraveront si la guerre n'est pas maîtrisée. Au final, si on ne sort pas de ce conflit, si ce n'est pas notre guerre et que nous ne la soutenons pas, alors nous ne devons pas non plus permettre aux Américains d'opérer depuis l'Allemagne. Les Espagnols, les Autrichiens et les Italiens ont été plus courageux, affirmant « Non, cela ne se fera pas chez nous ». Ce qui me manque, c'est la cohérence. Mais qu'est-ce que c'est? Plus personne ne peut nous prendre au sérieux. Ou aussi en ce qui concerne l'Ukraine. Je veux dire, nous sommes le plus grand soutien de l'Ukraine, et en même temps, le parquet fédéral enquête sur l'attentat à l'explosif contre le pipeline de la mer Baltique à l'automne 2022 commis par des Ukrainiens. C'est un fait. Cela s'est produit vraisemblablement ou très probablement avec la connaissance du commandement militaire, vraisemblablement aussi avec la connaissance de Zelensky. Je viens de ce milieu. Zelensky était au courant, vraisemblablement avec le soutien de la CIA, c'est ce qui est actuellement sous les projecteurs. Cela n'est absolument pas abordé en Allemagne. Nous continuons simplement en tant que plus grand soutien de l'Ukraine et en même temps, nous avons subi les plus grands dégâts sur les infrastructures allemandes depuis la création de la République fédérale. Cela n'est absolument pas abordé. C'est tout simplement externalisé. Je veux dire, c'est complètement, ce n'est pas une politique raisonnable.
Je pense qu'avec tout le soutien à l'Ukraine contre cette agression russe contraire au droit international, cela doit figurer à l'ordre du jour. Il faut bien le prendre en compte quelque part. D'autant plus que ces dommages, selon la façon dont on les calcule, atteignent des centaines de milliards. Donc oui, nous devons simplement faire attention à ce que l'Europe ne se laisse pas entraîner par Volodymyr Zelensky dans un conflit de plus en plus profond avec les Russes, ce qui n'est pas dans notre intérêt. Mais malheureusement, de nombreux hommes politiques européens y contribuent, y compris en Allemagne, et cela est déjà inquiétant. C'est dangereux. Donc cette faiblesse politique de l'Europe est extrêmement dangereuse. C'est extrêmement dangereux. Euh, euh, il faut vraiment faire attention à ne pas finir quelque part où l'on ne veut absolument pas finir. Nous deux avons félicité Donald Trump il y a un an pour sa manière non conventionnelle. Aujourd'hui, il mène 8 guerres simultanément. Le qualifieriez-vous toujours de non conventionnel? Diriez-vous que ce type est totalement corrompu, surtout à cause des applications, et qu'il s'est laissé entraîner dans ces zones de conflit? Ah, je ne sais pas. Trump est d'une certaine manière, bien sûr, c'est un type fou, mais d'une certaine façon, il me fascine aussi. Je veux dire, au moins, il dit toujours ouvertement ce qu'il fait et ce qu'il pense, même s'il est bizarre. Et aussi, sur le plan géopolitique, il révèle complètement les intérêts. Je veux dire, quand il a récemment dit que le Venezuela deviendrait le 51e État, alors on sait de quoi il s'agit vraiment dans ce conflit avec le Venezuela au final. Il ne s'agit pas seulement de lutte contre la drogue, mais aussi d'accéder aux réserves de pétrole et d'empêcher que les Russes et les Chinois n'y entrent et ne prennent le contrôle du gouvernement. C'est aussi pourquoi ils ont évincé Maduro. Tout cela violait le droit international. Et il le montre très ouvertement. Je suis reconnaissant dans la mesure où il montre aussi comment les grandes puissances, les puissances majeures, et j'inclus encore la Russie parmi elles, agissent justement. Les Russes n'ont fondamentalement pas d'autres intentions avec l'Ukraine que lui avec le Venezuela, donc c'est en fait le jeu dans lequel on se trouve. Là, il est assez ouvert et ne cache pas cela derrière de belles paroles comme par le passé, mais montre très ouvertement ses ambitions de puissance et ainsi de suite. Mais il est bien sûr très erratique et il s'est aussi un peu laissé entraîner dans la guerre contre l'Iran. Je veux dire, c'est un très proche pote de Netanyahou depuis des décennies, et pour Netanyahou, de son point de vue, cela a aussi du sens. Il voulait d'abord affaiblir le dernier grand acteur étatique opposé à Israël, au moins au point qu'il ne puisse plus devenir dangereux et qu'il ne puisse plus soutenir le Hezbollah et le Hamas. Du point de vue israélien, cela a du sens. Et ensuite, il a de nouveau impliqué les Américains dans ses frappes militaires pour la deuxième fois. La première fois, en juin de l'année dernière, je trouvais cela encore bien parce que c'était très limité. Il y avait une communication parallèle avec les Iraniens et on n'était pas intéressé par une longue guerre. Je considère cette deuxième action totalement erronée. Son chef d'état-major, Dan Kane, a également mis en garde contre cela, mais comme c'est souvent le cas, à partir d'un certain moment, lorsque les politiques disent c'est par là qu'il faut aller, les militaires ne disent plus rien ou ils sont renvoyés. Le chef de l'armée, j'en ai entendu parler en interne, a également soulevé le problème qu'il n'y a pas de solution militaire en Iran. On ne peut pas provoquer un changement de régime uniquement avec l'armée de l'air, il faudrait intervenir au sol, mais on peut oublier cette option. Avec la topographie, la taille du pays, la disposition là-bas, cela aurait donné une guerre énorme et meurtrière avec des centaines de milliers de morts. Je suis aussi content que ce soit écarté, mais aussi la protection du détroit d'Ormuz. Pour cela, ils doivent aussi aller à terre. Ils doivent au moins contrôler militairement cette côte interminable de l'Iran. Tout cela n'est pas possible militairement, ce n'est pas faisable. C'est impossible. Je pense que c'est dommage qu'il n'ait pas écouté ses militaires à ce sujet. Il a simplement dit que politiquement, cela lui a bien sûr apporté quelque chose. Le lobby israélien aux États-Unis est très puissant. Il a certainement marqué des points là-bas, mais maintenant il reçoit aussi beaucoup de critiques d'autre côté. Les conséquences économiques négatives, même pour les États-Unis, sont énormes, et aussi pour la Chine. Il est justement à Pékin en ce moment. Donc la Chine veut absolument mettre fin à cela le plus rapidement possible. La Chine est déjà un facteur de puissance, donc dans la guerre contre l'Iran. La Chine a également accompagné les négociations, donc aussi à Islamabad, et ils sont déjà un acteur très influent de la politique étrangère en Chine. J'espère qu'on va bientôt mettre fin à cela, du moins temporairement.
Le problème de l'Iran demeure, bien sûr, le régime reste au pouvoir. Il est aussi irréaliste d'affirmer que nous voulons provoquer un changement de régime là-bas. Ce n'est pas si simple et les frappes aériennes ne suffisent pas. Il faudrait alors mettre en place un autre dispositif militaire, et cela aurait été très coûteux en pertes et aurait duré longtemps. Je trouve très bien que Donald Trump se casse les dents sur l'Iran, parce que je pense que c'est un État souverain qui doit d'abord se défendre lui-même. Et que tout ne se passe pas de manière aussi chirurgicale et précise qu'au Venezuela, c'était en quelque sorte prévisible. Je veux aussi un changement de régime, mais d'abord en Israël. Le comportement actuel d'Israël au Moyen-Orient me paraît horrible. 80% des gens en Israël soutiennent aussi ces barbaries. Donc, toute une nation semble s'être radicalisée d'une certaine manière. Je me demande toujours quelle alternative à Donald Trump. Kamala Harris serait sans doute déjà envahi la Russie, même après toutes ces négociations de paix. C'était pareil du côté des démocrates. Cela n'a pas été vu d'un bon œil, il voulait simplement aller vers encore plus d'escalade. Où que l'on regarde, on entend beaucoup de voix bellicistes. Je veux dire, avez-vous lu le livre Y aura-t-il vraiment un jour la paix? Au Moyen-Orient, j'ai en ce moment un sentiment très étrange, parce que tout le monde semble vouloir aller vers une escalade maximale. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Je veux dire, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, il y a eu aussi d'autres personnalités politiques là-bas. Netanyahou est certainement, d'une certaine manière, un dirigeant politique fort, mais je ne partage pas beaucoup de ses actions. Il a eu des prédécesseurs au poste qui étaient tout simplement meilleurs. Eux, ils pouvaient faire la paix. Je pense par exemple parce qu'il y a 4 décennies, j'ai rédigé ma thèse de doctorat à l'université de Tel Aviv. Encadré par un professeur israélien, je suis souvent allé en Israël, aussi professionnellement, notamment à la chancellerie. Je pense toujours à Moshe Dayan, par exemple, qui est un peu mon idole militaire. Je l'ai aussi rencontré peu de temps avant sa mort. C'était un général dur, vraiment direct, mais il a aussi été ministre des Affaires étrangères d'Israël par la suite. Il a initié les pourparlers de paix de Camp David à l'époque entre Begin et Sadat. À la fin de sa vie, il a dit, c'est une déclaration forte. Si tu veux la paix, il ne suffit pas de parler avec tes amis, tu dois parler avec ton ennemi. Et il a mis cela en pratique. À l'époque, il a été fortement critiqué par ses propres gens. Bien sûr, les autres généraux l'ont démoli sans relâche. Mais cela a aussi été très difficile pour lui. Mais il l'a fait et il est allé jusqu'au bout. Et Sadat, par exemple, a dû payer de sa vie pour cela, parce qu'un musulman, enfin un musulman radical, l'a tout simplement tué. Après cela, et un autre exemple est Yitzhak Rabin aussi, un militaire fort, un soldat courageux, qui est ensuite devenu Premier ministre d'Israël. Il avait parlé avec Arafat à l'époque, voilà comment ça se passe. Je crois que tous les deux ont aussi reçu le prix Nobel de la paix pour cela, et ils ont lancé à l'époque cet accord d'Oslo. Il n'a pas dit je ne parle pas avec un terroriste. Comme aujourd'hui où l'on dit la Russie est un État terroriste. On ne parle pas avec des terroristes. Il n'a pas fait ça, mais les deux hommes ont fait la paix. Et pour moi, c'est ça la force, tout simplement. Et Yitzhak Rabin a aussi dû payer de sa vie pour cela. Il a été tué par un extrémiste israélien. Oui, pour cela. Si tu veux la paix, il te faut des personnalités politiques fortes, et ce n'est pas une affaire facile. Il ne suffit pas d'avoir des politiciens qui vont et viennent. Comparé à Trump, il ressemble plus à des professeurs de danse. Enfin, oui, je le dis. Je peux bien imaginer que Trump ne prend pas du tout les Européens au sérieux en ce moment. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Bien sûr, la guerre avec l'Iran, c'est une chose, mais ce qui est plus important pour nous, c'est la résolution de la guerre en Ukraine. Je pense que c'est une tâche très importante que nous y arrivions. Je sais que nous ne voulons pas finir dans une guerre européenne et que nous faisons tout pour l'empêcher. Cela inclut bien sûr la force militaire, c'est vrai, mais aussi le dialogue et les négociations, et c'est tout l'art de réussir cela maintenant. Je n'ai pas de solution miracle, mais les milliers de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères doivent réfléchir à comment débloquer la situation. Pour moi, il ne suffit pas que les responsables de la politique étrangère disent simplement de continuer comme avant. Aide militaire, armes, poursuite du conflit jusqu'à ce que ce ne soit plus possible, jusqu'à la capitulation inconditionnelle de la Russie, comme l'a dit récemment quelqu'un. Je me suis dit, ce type doit être complètement fou.
Comment la plus grande puissance nucléaire du monde pourrait-elle être forcée à capituler sans condition? Zwingen. Euh, Comment cela pourrait-il simplement fonctionner? Et même si c'était le cas, c'est un État multinational. Si la Fédération de Russie explose politiquement, alors nous aurons encore plus de problèmes que nous n'en avons déjà. Franchement, Dieu merci, de telles voix ne jouent pratiquement aucun rôle sur le plan politique, mais tout de même, il faut prendre cela au sérieux. Supposons que la diplomatie conventionnelle échoue au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui se discute dans les cercles militaires? Croyez-vous vraiment à l'utilisation d'une arme nucléaire tactique contre l'Iran si jamais Washington et Tel Aviv arrivent au bout de la diplomatie classique? Cela n'est pas encore arrivé. Je pense que la pression n'est pas là non plus. J'estime que cet emploi d'une arme nucléaire est plus probable. Je l'ai considéré comme très probable fin 2022 en Ukraine, lorsque les Ukrainiens étaient militairement très performants. Et ça ne s'annonçait pas très bien pour les Russes. Ils n'avaient finalement pas non plus prévu cette grande guerre dans le Donbass. Ils voulaient juste changer rapidement de régime, installer un gouvernement fantoche, mais cela a échoué. Ça a échoué. C'était critique, non? Ou si on les forçait à quitter le Donbass aujourd'hui, alors ils utiliseraient le nucléaire. Donc la doctrine nucléaire des Russes a aussi changé entre-temps. Je l'ai déjà dit fin 22, et à l'époque, tous les experts pensaient que les Russes ne faisaient que bluffer et qu'il ne fallait pas les prendre au sérieux. Entre-temps, le New York Times en a parlé. Qu'on était au bord d'une guerre nucléaire, que ce soit vrai ou non, je veux dire, ça reste un journal. Mais il faut quand même prendre ça au sérieux. Donc, l'option nucléaire, même avec des armes nucléaires tactiques, reste possible pour les Russes dans la guerre en Ukraine, avant qu'ils ne se retirent de là-bas. Ils ont la région et le contrôle sur l'Ukraine. Ils ont aussi l'accès terrestre à la Crimée et le contrôle de la mer Noire. C'est tellement stratégique du point de vue russe qu'ils ne vont pas se retirer de cette affaire. C'est impossible, même son successeur ne le fera pas. C'est un peu comme la crise de Cuba en 62. Kennedy ne pouvait pas permettre que les Soviétiques prennent pied militairement à Cuba, installent des bases de missiles et s'engagent dans une coopération militaire plus profonde. Il ne pouvait pas, s'il aurait dû aller jusqu'à l'option nucléaire. C'était ça le danger. Bon, à l'époque, ils se sont mis d'accord avec Khrouchtchev sur ce compromis, finalement le retrait des missiles américains à moyenne portée de Turquie. Ils se sont entendus et s'en sont sortis. C'était une solution raisonnable. Et c'est fondamentalement le problème des Russes. Ils ne peuvent pas sortir de cette situation et ce n'est pas si simple. Une occupation comme, je ne sais pas. Nous, par exemple, c'était comme ça. Nous, l'Occident, étions plus de 50 États, 20 ans en Afghanistan, puis nous sommes rentrés chez nous. On peut faire ça. Cela n'a pas cette importance peu stratégique, mais les Russes ne peuvent pas s'en sortir. La mer de Chine méridionale ou Taïwan ont une importance stratégique similaire pour Pékin. Nous n'accepterons jamais de bases militaires américaines à Taïwan. Cela déclencherait la Troisième Guerre mondiale. C'est ainsi. Il existe donc des interdits géopolitiques stratégiques. Dans ce recueil d'entretiens avec Klaus von Donani, Frieden, Vigedas, nous avons également abordé ces questions géostratégiques qu'il faut simplement prendre en compte en arrière-plan pour comprendre de quoi il s'agit dans ce conflit, notamment avec l'Ukraine. Il ne s'agit pas de néo-impérialisme russe. Les Russes ne cherchent pas à attaquer l'OTAN prochainement ni à déclencher une guerre mondiale. Du point de vue russe, c'est totalement absurde. En fait, ce qui les intéresse, comme je l'ai dit, c'est le contrôle de l'Ukraine. C'est un peu pareil, je l'ai déjà expliqué à des amis américains. Imaginez que le Mexique veuille devenir membre de l'Union eurasienne et que le gouvernement soit favorable à la Russie et à la Chine. Il commencerait à installer des missiles le long du Rio Grande et à faire des manœuvres navales dans le golfe du Mexique. Ensuite, les services secrets russes seraient présents au Mexique avec des milliers de conseillers militaires, ou quoi que ce soit du genre. Qu'est-ce que vous feriez? La réponse était « nous envahirions immédiatement, bien sûr ». C'est exactement ce que les Russes ont fait en Ukraine. Cela ne leur donne pas le droit de le faire. Ce n'est toujours pas conforme au droit international, ce n'est pas conforme au droit international, et cela ne doit pas faire école, et il ne doit pas, disons, avoir le sentiment d'avoir réussi à la fin. Tout cela est correct. Mais ce sont là les conditions cadres stratégiques. Les Russes ne peuvent pas permettre qu'un gouvernement hostile à la Russie siège à Kiev. Ils ne peuvent pas permettre que des armes occidentales se trouvent en Ukraine. Ils ne peuvent pas permettre une adhésion à l'OTAN, ni une adhésion à l'UE. Nous pouvons oublier cela, complètement oublier. Mais c'est un processus d'apprentissage que nous, Européens, devons simplement traverser maintenant.
et il faut faire attention à ne pas mal interpréter la situation à la fin et se retrouver en guerre avec la Russie. C'est simplement mon inquiétude, parce que la situation économique de l'Europe n'est pas très bonne non plus. On attend beaucoup de l'économie de guerre et on est presque heureux, même chez Volkswagen, qu'ils puissent maintenant construire autre chose que des voitures. Oui, tout cela est vrai. Prudence, prudence, prudence. Ce n'est pas une option pour l'Allemagne parce que dans une future guerre, nous serions en plein milieu et parce que ce que nous voulons défendre serait détruit. Voilà le point essentiel. Et les Américains, par exemple, sont dans une position complètement différente. C'était déjà le cas lors de la dernière guerre mondiale. Ils ont mis en place une énorme industrie d'armement, une économie de guerre de premier ordre pendant la guerre contre le Japon et l'Allemagne. Ils en ont vraiment profité et ont gagné beaucoup d'argent. Et après 1945, ils ont pu passer immédiatement de l'économie de guerre à l'économie de paix. Au final, cela a beaucoup compté pour les États-Unis. Aux États-Unis, aucune vitre n'a été brisée, même pendant la guerre froide. Eh bien, c'est comme ça. Aucune vitre n'aurait été brisée aux États-Unis si cela avait éclaté ici en Europe. Mais l'Allemagne est en plein dedans. Je dis cela aussi concernant les missiles américains à moyenne portée. D'une part, c'est effectivement un déficit de capacité par rapport au système russe à Kaliningrad. C'est vrai, il faut réagir à cela. Mais il faut aussi absolument parler du désarmement, comme nous l'avons fait avec la double décision de l'OTAN. Je suis aussi pour que les Américains agissent, mais ils ne veulent manifestement pas, car ces systèmes leur manquent aussi ailleurs. Et maintenant, on envisage d'y aller du côté européen. Oui, ce n'est pas une si mauvaise idée. Et surtout, il faut que cela soit placé sous contrôle politique allemand et qu'on n'autorise pas les Américains, en cas de besoin, à lancer ces engins depuis l'Allemagne vers le reste du monde pour qu'on ne subisse pas ensuite les conséquences. Je vais le dire comme ça, un peu à la légère. C'est ainsi que ça se passe. Nous devons agir, obtenir le contrôle politique, puis discuter du désarmement avec les Russes. Un peu dans l'esprit, nous installons des systèmes européens seulement si vous retirez aussi les vôtres de Kaliningrad. C'est cette logique du si alors. Nous avons eu de bonnes expériences avec la double décision de l'OTAN. Ainsi, on pourrait renouer le dialogue avec les Russes. Il faut viser cela, déployer des systèmes ne suffit pas. Dire nous sommes heureux ou ne pas seulement livrer des armes à l'Ukraine, sachant qu'en le faisant, on ne peut changer le cours de la guerre. C'est tellement insensé. Nous entrons maintenant dans la 5e année de guerre et des centaines de milliers de jeunes Ukrainiens et Russes sont tombés et nous encourageons encore les Ukrainiens. Certains politiciens les poussent toujours à tenir jusqu'au bout. Je dois dire, je connais moi-même les Ukrainiens et c'est un pays qui souffre énormément de cette guerre. Nous devons simplement sortir de cette situation, c'est tout de même plus raisonnable. Monsieur Fart, envisageriez-vous des armes nucléaires allemandes? Se reposer uniquement sur le parapluie nucléaire américain relève aussi de la fiction. Oui, c'est exact. J'en ai discuté avec Klaus von Donani dans La paix, comment ça marche. Cette question nucléaire y est-elle aussi évoquée? Là-dessus, nous étions également d'accord. Ce prétendu parapluie nucléaire des États-Unis a toujours été une fiction. On peut l'oublier. L'Amérique n'aurait jamais risqué son existence, même pendant la guerre froide, pour sauver un quelconque pays européen ou quoi que ce soit d'autre. Donc, ce parapluie, c'était plus une fiction qu'une réalité, et maintenant croire qu'on pourrait nous sauver. Un parapluie français et anglais, c'est d'abord un tout petit parapluie sous lequel on se fait quand même mouiller, et celui qui le tient décidera toujours quand il l'ouvre, s'il l'ouvre et quand il le referme. On peut oublier ça. Si on pousse la réflexion plus loin, la question se pose aussi, l'Allemagne ne devrait-elle pas elle-même dire oui, si c'est le cas, alors elle aussi. Donc si un jour nous déployons ici des missiles européens à moyenne portée, qui sont aussi équipés d'ogives nucléaires, que nous ayons nous-mêmes accès à ces armes, là je dis oui, il ne faut pas céder cela. C'est ce réflexe allemand. Nous avons toujours externalisé la sécurité tout au long de l'histoire du gouvernement fédéral. Nous avons dit les Américains s'en chargeront pour nous, et nous, on participe un peu, puis on verra bien. Et cette époque est définitivement révolue. Ce n'est pas facile pour un pays dans une situation géographique aussi risquée en plein milieu, c'est de la folie. L'Europe est confrontée à une future guerre européenne alors que nous sommes la zone de rassemblement, le centre logistique, et que nous sommes extrêmement vulnérables. Ce n'est pas facile et pour cela il faut de bons politiciens, mais surtout aussi une bonne armée, mais avant tout de bons politiciens.
Monsieur Fart, pour conclure, 3 recommandations d'action très concrètes pour obtenir clarté et souveraineté dans ce monde très agité, chaotique et fragmenté. Mon Dieu, c'est tellement de choses. Je pense simplement qu'il faut veiller à ce que l'Allemagne simplement essaie activement de mettre fin à cette guerre en Ukraine, de parvenir à un cessez-le-feu, que nous aidions l'Ukraine à se reconstruire, pas seulement en l'intégrant à l'Europe, mais plutôt en lui permettant de devenir membre de l'Union européenne, uniquement après un accord de paix avec les Russes, quel que soit le moment. En aucun cas cette adhésion précipitée, ce que l'on fait pourtant maintenant, car nous avons dans le traité de l'UE l'article 42, l'obligation d'assistance. Nous apporterions la guerre en Europe si nous faisions cela. Nous ne devons pas le faire. Nous ne devons pas non plus nous laisser mener par le bout du nez par Zelensky dans cette affaire. J'ai parfois l'impression que Zelensky a plus d'influence en Europe que le chancelier allemand. Ce n'est pas possible. Mais c'est le travail de notre gouvernement. Il y a beaucoup de gens. J'ai moi-même travaillé pendant des années à la chancellerie fédérale. Ils doivent s'en charger. Elle a aussi augmenté son personnel. Ça ne peut que s'améliorer. Ils doivent juste s'y mettre. Et le ministère des Affaires étrangères aussi. C'est aussi une tâche de politique étrangère. Nous avons d'excellents diplomates, mais ils ont évidemment besoin des bonnes directives d'en haut pour faire ce qu'il faut. Quel honneur de parler avec vous. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, le meilleur et me réjouis que nous puissions enfin réaliser la conversation en direct prévue depuis un moment. À très bientôt. Si vous venez à Munich, nous pourrons le faire. Tous mes vœux.